ce meeting prend cadre dans toute cette journée, mais il prend cadre dans un week-end international antifasciste qui commémore 10 ans depuis le meurtre de Clément Méric, qui était un militant antifasciste et qui a été assassiné par des militants néo-nazis. Donc tous les ans, il y a des commémorations, mais nous, on ne veut pas réduire la mort de Clément Méric ou les commémorations à un moment, on va dire, qui est nécessaire, affectif, entre ses proches, mais à un moment politique. Parce que s'il a été tué, c'est parce qu'il a été identifié comme un militant politique. Et s'il a été tué, il a été tué par des militants néo-nazis dans une séquence historique dans laquelle on vit, où on a un redéveloppement de l'extrême droite en France et un redéveloppement de la violence d'extrême droite, articulé avec une chose qui est très très importante, c'est qu'on a une pénétration des idées et des pratiques issues de l'extrême droite au sein même de l'État français et dans de larges secteurs de la société médiatique, culturelle, économique et autres. Et donc c'est pourquoi cet anniversaire, malheureusement, ça doit être un moment politique de réflexion, d'action, de rencontre et de lutte politique par rapport à ça. Alors, avant tout, je voulais aussi remercier tous les interprètes qui travaillent depuis toute la journée par rapport à ça, ce qui nous a permis d'inviter énormément de gens et que les gens puissent comprendre. Et c'est assez important que, malgré les difficultés, c'est très important. Merci encore, merci pour eux. Alors, ce soir, il y a le concert antifasciste et surtout le grand point d'orgue, on va dire, c'est demain 11h à Barbès, manifestation antifasciste. Lundi soir, il y aura une commémoration en fin de journée à Havre-Caumartin, le lieu où Clément a été attaqué. Et bien sûr, on s'inscrit dans la manifestation de ce mardi contre la réforme des retraites. Et c'est là où c'est intéressant de voir, même si le titre il est un peu singulier de ce meeting, c'est-à-dire de l'antifascisme à la totalité, c'est cet antifascisme que nous voulons porter. Ce n'est pas un antifascisme axé uniquement à l'affrontement, à la lutte contre des groupes d'extrême droite, mais c'est poser la question de pourquoi ce développement du fascisme et du néofascisme. Et dans ces cas-là, on pose la question du fonctionnement de la société. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas exclure différentes dimensions de la société dans une analyse antifasciste. Donc toute la journée, vous avez eu toute une série de débats. Aujourd'hui, là tout à l'heure, on a la chance d'avoir Mathieu Rigouste, qui est chercheur indépendant militant, qui a énormément travaillé sur la police, mais pas que. Lisselle Quiroz, qui est une historienne spécialiste de l'Amérique latine, qui nous parlera du féminisme décolonial et qui nous permettra à nous qui vivons en France d'un peu nous décentrer et de voir ce qui se passe ailleurs dans les suds globales dans lesquelles on peut s'inspirer. Morgane Merteuil, militante féministe, qui va nous parler des luttes et en particulier du fémonationalisme. Et enfin, Saïd Bouamama, sociologue, militant historique des luttes de l'immigration et un des fondateurs du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires. Donc différentes personnalités, différents parcours, différentes dimensions de la société, mais qui montrent bien qu'en fait, l'intérêt, quand on pense la lutte antifasciste, elle doit être pensée dans la totalité pour une transformation radicale de la société. Sinon, on ne fait que se battre contre des symptômes et non pas le pourquoi de l'émergence et du développement. Et sinon, pour terminer, par rapport à la violence de l'extrême droite, on parle énormément des violences, des meurtres qui se sont multipliés ces dernières années, mais juste pour rappel historique, dans les années 70 et 80, on a assisté à toute une série d'attentats d'extrême droite avec le plasticage du consulat algérien à Marseille en 73 qui a provoqué 4 morts et une vingtaine de blessés, d'autres plastiquages, des mitraillages. Donc le terrorisme d'extrême droite n'est pas une nouveauté en France. On n'en est malheureusement qu'au prélude. Les séquences historiques précédentes, récentes, des années 70 ou 80, nous montrent qu'on peut passer le cap très très rapidement à une violence que beaucoup seraient étonnés ou choqués maintenant. Donc il n'est pas question d'être naïf, mais en même temps pas question de se résigner. Il y a des perspectives de lutte et ce qui se passe dans le contexte français nous donne aussi un espoir d'affrontement et de victoire, parce que si on est aussi réprimé, c'est qu'on pose problème. Donc on pose les bonnes questions. Merci, on va commencer avec Saïd Bouamama. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux sur ce thème. Je voudrais commencer par 2 citations. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est parce que j'ai un peu d'angoisse. Donc je commencerai par 2 citations qui, pour moi, résument les enjeux et les questions posées que nous devons résoudre. La première, elle est de Gramsci, vous la connaissez tous, elle a été répétée et répétée sans qu'on en tire toutes les leçons. Gramsci nous dit: le vieux monde tarde à partir, le nouveau tarde à venir, et dans l'entre-deux naissent les monstres. Autrement dit, les situations de violence fasciste et de pouvoir fasciste émergent toujours lorsque nous sommes dans une incertitude sur le rapport de force. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde comme à l'échelle nationale, nous sommes dans une incertitude sur le rapport de force, ce qui peut pousser une fraction des classes dominantes à penser sérieusement à une séquence fasciste. La seconde, elle est de Brecht, qui nous dit « Le fascisme n'est pas l'inverse de la démocratie bourgeoise, mais c'est sa continuation en situation de crise.
Autrement dit, tous ceux qui pensent que les fascistes de demain viendront en défilant et avec des chemises brunes risquent de ne pas voir le véritable danger fasciste qui peut venir d'une toute autre manière. Alors si je dis cela, c'est parce que pour la première fois depuis longtemps, je suis sérieusement inquiet sur le fait qu'une séquence fasciste est désormais possible parce qu'une fraction des classes dominantes ne voit dans la défense de ses intérêts que cette perspective-là pour éviter un certain nombre d'explosions sociales ou de remise en cause de leur place internationale. Je parle d'un lieu précis, qui est le lieu d'une organisation, d'une tentative d'organisation depuis 50 ans dans l'immigration. On tente d'organiser une autonomie politique pour poser les questions et les intérêts que porte l'immigration, parce que tout simplement, elles ne sont pas posées par ailleurs. Toutes les expériences fascistes ont mobilisé une logique xénophobe, une logique de défense de l'identité nationale pseudo-menacée, une logique de l'ennemi de l'intérieur. Autrement dit, on ne peut pas parler de danger fasciste sans prendre en compte les questions de l'immigration. Toutes ces expériences fascistes ont été précédées par des processus de fascisation. Et je suis heureux de voir que ce concept qui était très peu utilisé il y a quelques années commence à être utilisé et à être assumé. C'est-à-dire qu'avant même l'arrivée du fascisme, il est précédé de la part des gouvernements légitimement élus d'un certain nombre de mesures qui sont en réalité des mesures de préparation au cas où nous aurions besoin d'un pouvoir fasciste. C'est pourquoi je propose de résumer les leçons de mon histoire, de cette histoire d'un demi-siècle de lutte dans l'immigration, par 4 aspects. D'abord, quelques leçons politiques que nous tirons, nous les militants de l'immigration et des quartiers populaires, de cette expérience, et de voir en quoi ça concerne l'antifascisme aujourd'hui. Secondo, de situer notre situation actuelle dans ses contextes historiques, économiques, internationaux et politiques. Troisièmement, d'en déduire des priorités de résistance. Et quatrièmement, de souligner les écueils qui freinent le développement de notre camp. Alors, quelques leçons que nous tirons de notre histoire. D'abord, la notion de systémie. À chaque fois que nous analysons une des dominations de notre société, sans la relier au système social global de domination, eh bien, nous risquons de ne voir qu'une partie du problème, nous risquons d'avoir une vue étroite. Comme tous les dominés, nous avons commencé dans l'immigration et les quartiers populaires par considérer que les agressions qui étaient les nôtres, les deuils que nous subissions, les centaines de deuils que nous subissions, étaient le fait d'individus isolés, étaient le fait de quelques voyous, étaient le fait de dérives, le fait de bavures, qui étaient en contradiction avec les règles démocratiques. Nous n'étions pas plus éclairés que les autres. C'est l'épreuve de la réalité qui nous a ouvert les yeux. Et force, effectivement, a été pour nous de constater que le racisme est systémique, produit en permanence par les politiques d'État, que l'impulsion vient d'en haut, et que c'est cette impulsion d'en haut qui finit par imbiber par en bas, effectivement, une partie du peuple, et donc de se transformer en racisme d'en bas. Racisme et capitalisme sont inséparables, et bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui sur un temps antifasciste, et je partage la définition de l'antifascisme qui a été donnée tout à l'heure, bien entendu, toute lecture du fascisme qui ne le relierait pas au capitalisme serait une lecture édentée, une lecture aveugle, une lecture qui ne verrait pas en réalité les donneurs d'ordre, ceux qui ont un intérêt à l'existence d'une séquence fasciste. Bref, il y a un ancrage de classe du racisme et du fascisme. Ce sont certaines classes particulières qui ont intérêt au développement du racisme et du fascisme, et ne pas le voir, ne pas le prendre en compte, c'est se garantir à l'échec, c'est parce qu'on va rater les véritables cibles. Notre première leçon est donc celle-là, la prise en compte de la dimension du système de classe. Notre seconde leçon est le lien entre idéologie et passage à l'acte. Tous les reculs idéologiques dans une société s'accompagnent de passage à l'acte. Il n'y a pas de recul idéologique qui soit bénin. Il n'y a pas de recul idéologique qui soit mineur. À chaque fois que nous avons cédé, parce qu'on disait c'est pas le principal, c'est pas essentiel, il y a d'autres combats plus importants, sur une attaque idéologique, eh bien ça s'est traduit par du passage à l'acte. C'est le résultat concret de notre expérience. Chaque offensive médiatique anti-immigré ou anti-quartier populaire a été suivie
immédiatement d'une augmentation des passages à l'acte raciste, d'une augmentation des agressions. Les débats délirants sur le foulard, les débats délirants sur la laïcité, tous ces débats-là qui ont parsemé nos médias depuis 40 ans se sont accompagnés à quelques semaines d'intervalle de manière quasi automatique par une augmentation des violences contre les habitants des quartiers populaires. Et cela indique le retard qu'il nous reste à parcourir. Il n'est qu'à prendre en compte le silence assourdissant qui a touché le vote de la loi sur la laïcité, de la pseudo-défense de la laïcité, pour s'apercevoir qu'effectivement, eh bien, le recul idéologique est une donne permanente depuis près de 40 ans dans ce pays. Autrement dit, sur cette dimension-là, il va falloir nous armer idéologiquement avec comme slogan, un slogan que je reprends à Ho Chi Minh, qui est plus un pas en arrière. Il n'y a plus de petit recul idéologique. Il faut aujourd'hui se considérer en guerre, c'est-à-dire refuser tout nouveau recul. Troisième dimension qui me semble essentielle en termes de leçons, c'est la plasticité historique du racisme. Nous avons été confrontés à une évolution des formes du racisme, une évolution des argumentaires du racisme, à une évolution du visage du racisme. Autrement dit, nous n'avons plus affaire à des racistes qui vont venir nous dire biologiquement les Noirs ou les Arabes sont inférieurs aux Blancs. Ça, c'est terminé. Nous avons d'autres formes de racisme beaucoup plus subtiles. Autrement dit, le racisme change de visage pour pouvoir perdurer. Eh bien, il en est de même pour le fascisme. Et ils peuvent prendre des habits qui sont des habits déroutants. Et ça signifie très concrètement que nous avons à affiner nos analyses et à affiner la formation de nos militants. J'y reviendrai un peu plus loin. Voilà sur les trois leçons qui me semblent essentielles à tirer de cette histoire des luttes de l'immigration. Second aspect de mon raisonnement, les leçons de notre contexte. Nous sommes dans un contexte particulier, je voudrais que tout le monde prenne la mesure de notre contexte. Nous sommes dans un pays qui a une histoire, dont l'histoire a forgé un espace mental colonial, dans lequel la question de la race est une question qui est présente comme préjugé dans les inconscients collectifs. C'est un terreau sur lequel peut s'appuyer le fascisme aisément pour pouvoir se développer. Pendant des siècles, on a diffusé des représentations sociales du noir, de l'arabe, du musulman, qui amènent, même quand ce n'est pas conscient, qui amènent à l'extrême droite à pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir les revigorer, les réanimer, les revivifier. Le Front National ne s'en est pas caché. Au deuxième congrès du Front National, ils s'appuient ouvertement, explicitement et présentent leur stratégie comme s'appuyant sur la nostalgie de l'époque coloniale pour s'implanter au sein du peuple français. C'est sur cet héritage que s'appuiera la dynamique fascisante, que s'appuient les dynamiques fascisantes. Alors, celles des dynamiques fascisantes, ne nous trompons pas, elles sont plusieurs. Il y en a au moins deux qu'il faut prendre en compte. Celle de l'État. Celle de l'État, le fascisme, ce n'est pas simplement les groupes fascistes. Il y a l'État qui fournit aujourd'hui une demande de fascisme. Et puis il y a la réponse, c'est-à-dire l'offre de fascisme, qui est celle de la galaxie fascisante. Donc le premier élément, à mon avis, essentiel en termes de prise en compte de notre contexte, nous sommes dans un pays qui est poreux à l'idéologie fasciste du fait de son histoire esclavagiste et de son histoire coloniale. Le second élément de contexte est cette fois-ci économique et international. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de véritable tradition anti-impérialiste. Au moment des luttes de libération nationale, c'est une extrême minorité de militants qui se sont engagés pour soutenir les mouvements de libération nationale. Au moment de la colonisation, il y a eu très peu de Français qui se sont mobilisés contre la colonisation. Bref, nous sommes dans un pays qui n'hérite pas d'une tradition anti-impérialiste et ça n'est pas un réflexe dans les mouvements militants. Et c'est important de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, l'impérialisme français est en crise, et en crise profonde. Il est même en situation de déclassement. La remise en cause de l'impérialisme français au Mali, la remise en cause de l'impérialisme français au Burkina Faso, dans toute l'Afrique de l'Ouest, et même dans toute l'Afrique aujourd'hui, font que les classes dominantes sont contraintes, si elles ne veulent pas perdre leur taux de profit, sont contraintes de reprendre une stratégie de contre-offensive. Et pour cela, quand on regarde l'histoire des séquences fascistes, ça a été à chaque fois que les classes dominantes avaient besoin d'une stratégie internationale offensive impérialiste. Autrement dit, au niveau international, la bourgeoisie française a intérêt à un pouvoir fort ici pour pouvoir intervenir fort là-bas.
Et c'est important d'avoir ce contexte-là en tête. Troisième élément de contexte, nous sommes dans un pays également dans lequel il y a eu des luttes des classes importantes. Le dernier mouvement social, même si c'est... j'ai du mal à dire que c'était un échec, même si on n'a pas gagné sur la réforme des retraites, mais c'était un mouvement qui a des caractéristiques particulières de durée, de radicalité, de rapport à la confrontation, etc. Eh ben, nous sommes dans un pays dans lequel il faut remonter à loin pour avoir un chef d'État qui ait une absence de légitimité comme celle-là. Et là aussi, le fascisme naît lorsque les classes dominantes sont en crise de légitimité. Ces trois dimensions-là m'amènent à dire, attention, s'il faut toujours lutter contre le fascisme, là nous sommes dans une séquence historique dans laquelle une partie des classes dominantes a objectivement intérêt à une séquence fasciste. Alors, si on prend en compte cela, on peut du coup dessiner, je vais très vite, je m'excuse, quelques priorités incontournables pour moi. La première priorité, et ça n'est pas parce que c'est mon combat depuis un demi-siècle, la première priorité, c'est la question centrale de l'antiracisme politique. Le fascisme ne se limite pas au racisme, mais le racisme est la voie de conquête d'une partie des masses populaires par le fascisme. C'est par le racisme que dans les différentes séquences fascistes, eh bien, les fascistes ont réussi à imprégner une partie du peuple pour ne pas être des groupuscules isolés. Autrement dit, le racisme a une place particulière dans la lutte antifasciste, l'antiracisme a une place particulière. Il ne s'agit pas, bien entendu, de l'antiracisme abstrait, mais de l'antiracisme concret. C'est-à-dire de l'antiracisme qui combat le racisme tel qu'il est aujourd'hui. Et tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il y a deux formes essentielles qui sont des formes dont on voit bien que ce sont celles sur lesquelles s'appuient aujourd'hui les groupes fascistes, qui sont l'islamophobie et la négrophobie. Quels que soient nos rapports à nos théorisations, à nos ancrages politiques, etc., nous avons en face des stratégies de conquête de l'opinion publique à partir d'une diabolisation de l'islam et à partir d'une dévalorisation d'une couleur. C'est autour de ces deux notions-là qu'il va falloir mener le combat. Seconde leçon, seconde priorité, prendre en compte tous les acteurs de la fascisation. Les groupes ouvertement fascistes, effectivement, il faut les confronter. Et ce n'est pas le même combat pour chacun de ces acteurs. Donc les groupes ouvertement fascistes, la dimension idéologique et médiatique, je disais tout à l'heure l'importance du combat idéologique, l'offre étatique, donc le combat contre l'État, et dernièrement, et enfin, l'action sociale, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place par en bas pour conquérir une partie des masses populaires. Mais pour faire cela, et ça sera ma troisième priorité, il faut prendre en compte le clivage au sein des classes populaires. Nous sommes dans une société qui est une société qui hérite d'une pyramide de couleurs. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, nous devons partir pour transformer notre société de ce qu'elle est. Et il y a un écart aujourd'hui massif entre les militants organisés et les premières victimes du racisme et du fascisme. Il ne suffit que de regarder, et quand je dis ça, c'est surtout pas une critique, de regarder la couleur des gens qui sont dans cette salle pour s'apercevoir qu'il y a certaines couleurs qui manquent aujourd'hui. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour faire de la morale, je dis ça pour qu'ensemble, on réfléchisse à comment transformer cette donne. Et je voudrais terminer parce que le temps manque, par quelques écueils. Donc je vais très vite. Quelques écueils. D'abord, un premier écueil qui sont donc pour moi autant d'axes nécessaires à l'avenir, la dimension d'invisibilisation. Il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas de victoire sans visibilisation de notre camp. Nous allons devoir dans les mois et les années à venir visibiliser l'opinion antifasciste. Il faut que nos murs, il faut que de partout, la dimension, l'existence d'une France antifasciste soit affichée, affirmée, chantée, mise en théâtre, etc. Il faut se donner les moyens d'une visibilité de la France antifasciste. Secondo, il faut
porter fièrement notre drapeau. Il n'y a rien de pire que le combat qui part déjà vaincu. L'antifascisme est une cause noble, il faut pouvoir la chanter, il faut pouvoir la danser, il faut pouvoir la jouer, etc. C'est comme cela qu'on entraînera subjectivement un certain nombre de personnes qui n'y croient plus, qui sentent que c'est déjà perdu ou qui pensent que ça n'est pas possible. C'est comme cela qu'on les entraînera. Et donc il y a une vraie réflexion sur nos modes d'action à avoir. Troisièmement, nous allons devoir ancrer l'antifascisme dans les quartiers populaires. Nous allons devoir nous poser la question de notre action territoriale et non pas simplement de nous rassembler. À certains moments, ça fait plaisir, mais comment on fait pour qu'on ait une action quotidienne, durable dans des territoires, parce qu'il s'agit de massifier l'opinion antifasciste aujourd'hui. Il va falloir également diversifier nos modes d'action. Si nous sommes vraiment en période de fascisation, ne vous étonnez pas de voir des fascistes s'occuper de la distribution alimentaire. Ne vous étonnez pas de voir des fascistes faire du sport. Ne vous étonnez pas de voir des fascistes s'occuper de choses qui en apparence sont très éloignées de leurs idéologies. Nous allons devoir les combattre sur ces terrains-là. Bien entendu, si je dis tout cela, ça n'est pas pour donner des leçons, c'est juste pour souligner que nous sommes dans une séquence particulière et que le moment de la confrontation forte arrive et que nous devons nous préparer à cette confrontation. Et puis, dernière dimension d'écueil, la formation de nos militants. Nous devons accélérer la formation de nos militants. Je vous propose la création d'une école nationale de formation des militants sur l'antifascisme. Je terminerai en disant que le feu, ce n'est pas pour demain matin, mais c'est pour la séquence qui vient. Jamais le fascisme ne vient de manière certaine au pouvoir. Ça a toujours été une question de rapport de force. Je n'ai pas le temps de vous donner de multiples exemples dans lesquels les antifascistes ont arrêté la venue au pouvoir du fascisme par leur mobilisation. Dans d'autres endroits, nous n'avons pas réussi parce que la mobilisation n'a pas été à la hauteur. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Parce que si le sexisme, le racisme, etc., ça se combat politiquement, ça se combat idéologiquement, toutes les formes de domination, le fascisme, lui, ça ne se combat pas, ça s'écrase. Merci Saïd, merci tout le monde pour l'organisation de ce moment important. J'ai une quinzaine de minutes pour essayer de développer quelques pistes d'analyse. Je fais de la recherche indépendante en sciences sociales, ça veut dire que j'essaye de piller dans les universités, dans les méthodologies critiques des sciences sociales, des outils pour les luttes. Et je travaille sur le système sécuritaire. Et il y a quelques années, les camarades m'avaient demandé de partager ce que mon travail sur la police notamment pouvait nous apporter sur la question de l'antifascisme. Et du coup, là, on m'a demandé de continuer à développer cette analyse-là à partir de mes travaux en ce moment. En général, donc, je travaille plutôt sur ce que fait la police dans les quartiers populaires, ce que fait l'armée française en Afrique, la transformation des frontières, des prisons et les industries militaro-sécuritaires. Et en fait, depuis un moment, j'essaye de confronter ces hypothèses à un niveau international, d'essayer de voir si les hypothèses qu'on a posées pour la France, en fait, il y a plein de situations dans le monde où il semblerait qu'on ait à peu près les mêmes modèles, donc c'est que c'est sans doute pas tombé du ciel, et c'est sans doute qu'il y a un système derrière, et donc un système global. Et donc je vais essayer de partager quelques pistes autour de ça. Et d'abord une notion, je pense comme tout le monde qu'il ne faut pas qu'on abuse avec les concepts, surtout quand ça nous coupe des nôtres, mais par l'expérience, en fait, on a observé qu'il y avait une notion qui nous a beaucoup servi dans certaines luttes en ce moment, et qui est la notion de praxis. Et praxis, c'est se dire que on ne peut pas lutter dans la pratique si on n'a pas un système théorique, si on n'a pas une théorie, et de l'autre côté qu'on ne peut pas créer des théories si on ne les fabrique pas à partir de la pratique, à partir d'en bas, à partir de nos luttes, à partir de nous-mêmes. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire ici, et chaque militante, chaque militant, chaque personne engagée dans les luttes, finalement produit une réflexion théorique dans ce qu'elle est en train de faire. Et donc voilà, peut-être que là l'enjeu c'est justement de produire une praxis, une théorie, une pratique antifasciste. Et je vais essayer de donner quelques éléments de mon travail pour nourrir ça.
On se redisait tout à l'heure que la définition de Saïd sur le fascisme comme réserve, comme réservoir du capitalisme et de la bourgeoisie à utiliser en temps de crise, eh ben en fait c'est pareil. On a vu que dans la pratique elle nous servait et on en est reparti et on l'a utilisée. Et du coup, je vais repartir aussi de là par rapport à mon travail et par rapport à l'évolution des recherches critiques internationales sur ces sujets-là depuis un moment, où finalement, on a désormais clairement établi qu'il n'y a pas de moment où le capitalisme n'était pas racial. Le capitalisme est racial dès l'origine. On a Cédric Robinson et toute une série de chercheuses et de chercheurs qui l'ont posé. Avec d'autres chercheuses et d'autres historiennes comme Silvia Federici, on a établi qu'il n'y a pas de capitalisme qui ne soit pas patriarcal dès l'origine. Et à travers la théorie des systèmes mondes, on a vu aussi qu'il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas un système mondial. C'est-à-dire qu'on a depuis, entre le 15e et le 17e siècle, l'expansion mondiale d'un système qui est à la fois capitaliste, racial et patriarcal. Et donc moi je repars de ça pour dire que puisqu'on doit avancer depuis la pratique et depuis nos luttes dans notre définition du système auquel on fait face, et dans mon travail en ce moment, j'aborde l'impérialisme de cette manière-là, c'est-à-dire l'impérialisme comme expansion mondiale du capitalisme racial et patriarcal. Et de ce point de vue-là, je vais essayer de continuer la discussion qu'on avait eue il y a quelques années. On s'était dit, dans la définition du fascisme, qu'il y avait quelque chose un peu problématique, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait un fascisme qui arrive, et puis qu'il y avait un fascisme qui est déjà là, voire qui n'est jamais parti. Et en fait, on a peut-être toujours quelque chose de ce niveau-là, au niveau global, lui aussi. Parce qu'en fait, ce fascisme qui monte ici, il ne faudrait pas qu'il nous cache le fait qu'il y a un fascisme systémique qui est déjà en place dans le reste du monde, et finalement qui fait tourner tout ce système impérialiste au quotidien. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du fascisme? L'écrasement quotidien permanent de la Palestine, de la révolution kurde, des communes autonomes zapatistes, du Sahara occidental. Qu'est-ce que c'est que la politique des frontières dans la manière dont elle détruit, écrase les corps en Méditerranée et tout au long de leur présence à l'intérieur des centres impérialistes? Qu'est-ce que c'est que la destruction et l'écrasement des corps à l'intérieur des prisons, dans les mitards, etc., si ce n'est pas aussi une forme d'un fascisme qui est déjà installé et qui fonctionne en permanence à l'intérieur de ce système-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer à Mayotte si ce n'est pas une forme d'un fascisme qui continue depuis le début de l'ère coloniale? Qu'est-ce que ça a été que l'écrasement de la révolution syrienne, etc. Qu'est-ce que c'est que les guerres néocoloniales? Qu'est-ce que fait l'armée française au Sahel si ce n'est pas une forme d'un fascisme qui ne s'est jamais arrêté? Et donc on a un fascisme systémique qui est installé et qui fait fonctionner l'impérialisme de manière continue, et on a un fascisme qui vient. Évidemment, on se dit ça pour dire qu'il y a un lien, il y a une continuité entre ces choses-là, et donc que ce fascisme qui vient, il est complètement incrusté, produit par les dynamiques de l'impérialisme, par les dynamiques de ce capitalisme racial et patriarcal. C'est dire, comme on se l'est dit, qu'il réagit, comme dans les années 30, comme dans plusieurs séquences, il réagit aux crises d'accumulation du capital, à la montée en puissance des révoltes et des mouvements révolutionnaires, mais il réagit aussi à la montée en puissance d'un antiracisme politique et autonome. On l'a très bien vu dans la dernière séquence, la séquence dans laquelle on est en France, où ce fascisme qui nous parle d'islamo-gauchisme à toutes les sauces, etc., en fait, il est mobilisé aussi sur ce fait-là, qu'on est dans une nouvelle séquence d'un antiracisme politique et autonome. Et ce fascisme qui vient, qui se construit, il réagit aussi au mouvement d'émancipation des femmes et des minorités de genre à travers le monde. Et on le voit très clairement dans toutes les manifestations de l'anti-wokisme, etc. Voilà pour définir ce fascisme qui vient au niveau global. Sans doute qu'il faudrait y ajouter la question du validisme et bien entendu de l'écologie, un fascisme climatique qui, encore une fois, se met en place d'abord dans les Suds, d'abord contre les femmes des Suds, et qui petit à petit est ramené vers les centres impérialistes. Pour le validisme, je viens d'en parler, et effectivement, je le dis encore une fois comme la dernière pièce, mais il faudrait qu'on arrive à le penser au centre, ça aussi. Pour se donner peut-être quelques dynamiques de cet impérialisme abordé de manière globale, en fait, la dynamique principale, c'est celle-là. C'est la même que celle de l'accumulation du capital. C'est une dynamique qui va de la périphérie, qui fabrique de la périphérie, qui fabrique de l'exception permanente et puis qui la ramène vers le centre. Et du coup, du point de vue du pouvoir,
on a l'expérimentation dans les périphéries, dans les semi-périphéries, puis dans les périphéries intérieures, dans les endocolonies, dans les quartiers populaires, dans la politique des frontières, dans la politique des prisons et de tous les enfermements. On a l'expérimentation de différentes formes de contre-insurrection, de violence d'État, de domination raciale, sexiste, etc. On s'en est parlé. Mais il y a un lien permanent entre tout ça. Et se dire aussi, encore une fois, que ce n'est pas juste de l'expérimentation, comme si on expérimentait sur quelque chose qui n'est pas vraiment important pour après l'appliquer sur les vrais corps légitimes, etc., comme on a pu l'entendre par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais qu'en fait c'est un processus qui est global, qui est permanent et qui se tient de cette manière-là. Voilà, peut-être pareil pour encore partager quelques pistes de mon travail. Du coup, on a eu dans la géographie critique la proposition au début des années 2000 de voir les guerres en Irak et en Afghanistan comme un nouvel impérialisme. Et en fait, si on se dit tout ce qu'on vient de se dire, on est un certain nombre à se demander ce qui est nouveau finalement dans cet impérialisme, parce que l'écrasement des peuples, finalement, c'est ce qui fait tourner la machine impérialiste depuis l'origine, comme on se l'est dit. Et donc finalement, ce qui est peut-être nouveau, c'est pas tant l'impérialisme, mais plutôt une nouvelle phase, une nouvelle séquence. Et moi, depuis mon travail, ce que j'observe, c'est qu'on serait plutôt dans une séquence sécuritaire de l'impérialisme, dans une forme d'impérialisme sécuritaire, et qui emporte avec elle aussi une nouvelle forme de fascisme, un néofascisme qu'on pourrait dire sécuritaire. Et alors, comment le définir ? L'ordre sécuritaire, de la manière dont moi je l'aborde dans mes travaux, c'est une mécanique d'intensification, c'est-à-dire intensifier les techniques, les technologies de pouvoir. Il faut que ça coûte moins aux États et aux classes dominantes de contrôler les peuples et que les technologies soient plus rentables. Donc, une prolifération permanente de technologies de contrôle, de surveillance, de répression, et dans un continuum qui va de la sécurité jusqu'à la guerre. Une mécanique préventive. Le système veut savoir et enfermer et saisir et réprimer avant même que ça se produise. Et aussi parce qu'il y a un enjeu en termes de profit. Une mécanique qu'on pourrait dire proactive, c'est-à-dire qui fabrique les conditions de son extension. Plus on étend la misère et la précarité, plus il y a de révoltes, plus on peut développer des technologies de contrôle et de surveillance et de répression, des nouvelles guerres qui font encore remonter les taux de profit du capital et permettre de rétablir les grands rapports de domination. Et une dernière mécanique qui est centrale dans toute l'histoire coloniale, impériale, et qui est au cœur du système sécuritaire, c'est la dynamique supplétive. C'est-à-dire faire collaborer une strate des classes dominées à l'encadrement du reste de la population, à l'encadrement du prolétariat, à l'encadrement du reste des classes dominées. Et cette dynamique-là, elle est au cœur de la logique sécuritaire parce que justement, elle est censée être plus rentable. Parce que quand vous faites collaborer les opprimés au système d'oppression, eh ben, ça vous coûte moins cher de tous les points de vue. Ce système-là, encore une fois, il est d'abord mis en œuvre, expérimenté dans les périphéries, dans les semi-périphéries, dans les périphéries intérieures, avant d'être étendu, on pourrait dire, aux autres mouvements sociaux, et puis plus largement aux mouvements révolutionnaires. Et peut-être si on voulait juste le cartographier, des éléments principaux de ce qu'on pourrait appeler un système militaro-sécuritaire global, tel qu'on l'observe dans l'occupation impérialiste occidentale en Palestine, tel qu'on l'observe à l'intérieur des États-Unis, mais aussi dans la manière dont la politique états-unienne se déploie au Mexique, en Amérique du Sud, dans la manière dont l'impérialisme français se déploie au Sahel, etc. On a un système qui lie les formes de la guerre, les formes du contrôle et de la répression, avec la politique des frontières, avec toutes les politiques d'enfermement, dans lesquelles on peut mettre les camps et les institutions psychiatriques, et tout un système de contre-insurrection. Pourquoi je le cartographie là ? Parce que je ne vais pas avoir le temps de, moi, ouvrir des pistes sur les terrains de lutte, mais qu'il y a, dans tous ces objets-là connectés, peut-être quelque chose qui est intéressant de prendre de la manière dont les soulèvements de la Terre ont posé une certaine partie de leurs questions. C'est-à-dire qu'on est dans une séquence où on a du mal, des fois, à trouver des alliances quand on commence à se parler juste de théorie et d'idéologie. Par contre, quand on prend un terrain sur lequel on est d'accord qu'on ne veut plus de l'existence de ce terrain, qu'on veut l'attaquer, qu'on veut le confronter, qu'on veut le saboter, mais qu'on arrive avec nos différentes approches, nos différentes théories, nos différentes idéologies, et qu'on y va ensemble avec nos différents parcours, on est beaucoup plus fort et on est capable de bloquer ça. Et ben voilà, là on a dans cette cartographie, dans ces différents terrains, tout autant de cibles et d'objets sur lesquels il me semble fondamental qu'on réussisse à aller massivement et de manière déterminée
Aussi parce que derrière le militaro-sécuritaire, derrière les armes et les technologies de contrôle, il y a la possibilité de plus de puissance en termes internationalistes. C'est les mêmes armes, c'est les mêmes technologies de surveillance qu'on retrouve, et c'est les mêmes industriels qui déploient les systèmes de répression qu'on vit ici dans nos mouvements sociaux contre les mouvements révolutionnaires et qui sont mis en place contre les soulèvements populaires dans les territoires colonisés du reste du monde. Et donc quand on combat ces systèmes-là, si on arrive à simplement les ralentir, les bloquer, les empêcher de fonctionner, eh ben en fait on est en train de créer aussi des possibilités pour nos camarades dans le reste du monde, eux aussi de retrouver plus de force pour se libérer. Et donc je conclurai sur ça. Face à un fascisme qui est inscrit dans une continuité impérialiste et qui est là depuis très longtemps, qui est là depuis l'impérialisme, et face à un fascisme sécuritaire qui s'installe, on a besoin de construire un antifascisme révolutionnaire et qui s'inscrive dans un mouvement à la fois internationaliste et anti-impérialiste et qui soit basé sur l'autonomisation des peuples. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi pour ma part je vais essayer de poser quelques pistes pour ce qu'on peut appeler un féminisme de la totalité, c'est-à-dire un féminisme qui serve de porte d'entrée à un combat antifasciste. Alors on a vu ces dernières semaines en France, mais pas seulement j'imagine, une certaine hausse des agressions il y a le centre LGBT de Tours qui a été attaqué à l'explosif par un jeune militant catholique intégriste. On a vu aussi des lectures dans des médiathèques pour des enfants qui étaient faites par des drag queens. C'est un spectacle sympa, mais qui a été attaqué par des fascistes en la présence d'enfants. On a vu également, y compris au niveau des mobilisations féministes, un certain nombre... une mise en lumière de certaines militantes ouvertement islamophobes et transphobes. On peut penser à... Enfin, on va même pas les citer peut-être, mais des collectifs d'extrême droite comme Némésis qui osent venir dans les manifestations féministes et que les camarades, évidemment, mettent vite hors d'état de nuire et on s'en félicite. Mais voilà, un certain investissement des questions féministes et queer, pour le dire vite, par l'extrême droite. La percée de telles figures ces dernières années s'inscrit évidemment, et pas juste le résultat de quelques extrémistes, mais comme l'a rappelé Saïd, s'il y a une pratique, c'est qu'avant il y a eu des discours idéologiques. La porte a été ouverte depuis longtemps par des personnes comme Caroline Fourest, qui avait grande porte ouverte dans les médias. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces discours, ces agressions sont donc moins le fait d'une extrême droite groupusculaire qu'elles ne sont le produit d'un discours largement mis en avant dans les institutions médiatiques comme politiques. Ainsi, la stigmatisation, notamment des femmes musulmanes qui portent le voile, ont pu être tant le fait de la droite que des organisations de gauche et féministes. Le vote de la loi de 2004 qui interdisait le voile à l'école a été porté par la gauche et les féministes. Et il a fallu, il y a quelques années, qu'on se retrouve avec des scènes de flics qui déshabillaient de force des femmes sur les plages pour que certaines féministes commencent leur mea culpa. Ce discours, notamment islamophobe, qui s'assortit de pratiques politiques également donc très concrètes, relève de ce qu'on a appelé le fémonationalisme, soit une certaine convergence entre intérêts féministes et nationalistes. Ce fémonationalisme a constitué et constitue encore l'arrière-plan dont il n'est pas possible de s'échapper lorsqu'on est aujourd'hui engagé dans la lutte féministe. En disant cela, je ne dis pas que tout militantisme féministe est condamné à reproduire une forme de fémonationalisme, mais que tout militantisme féministe conséquent doit prendre en compte cet arrière-fond, ce fond islamophobe duquel il ne peut pas faire abstraction. Cette détermination islamophobe ne vient cependant pas donc juste colorer un féminisme qui serait en réalité sans cela pur, mais il émane directement de l'organisation de l'État racial intégral, si on veut reprendre le concept développé récemment dans Beau fait barbare d'Ouria Boutelja, soit d'un racisme qui va pénétrer à partir de sa promotion par l'État toutes les couches de la société, et donc les groupes féministes n'en sont pas exempts. En d'autres termes, il n'y a pas instrumentalisation du féminisme par des idées
politiques racistes, mais bien un consentement spontané du féminisme à ces politiques racistes, ou pour le dire encore autrement, le féminisme est spontanément imprégné par ce racisme d'État. Je ne vais pas refaire ici l'historique du mouvement féministe et de son incapacité à inclure les femmes de l'immigration ou des quartiers populaires et leurs revendications. Ça reviendrait à faire l'histoire des féministes et du garçon arabe, une histoire qui a été faite par d'autres, et notamment Nassira Ghanif-Soulamas. De manière générale, il me semble que les torts ont été assez expliqués et que si les conclusions n'ont pas été tirées, elles devraient l'être. Ce qui me paraît plus intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment les luttes féministes, qui sont malgré elles déterminées par ce pacte racial, peuvent en prendre acte pour le combattre. Cette détermination raciale, elle est marquée à plusieurs niveaux, qui concernent de premier plan la lutte féministe. Tout d'abord au niveau de la division sexuelle et raciale du travail, qui laisse aux femmes majoritairement non blanches la charge du travail reproductif. Travail reproductif, donc c'est un concept qui est utilisé dans les théories féministes. Au travail productif qui produit les marchandises à l'usine, ce travail repose sur le travail reproductif, ce qu'on a appelé le travail domestique, qui reproduit la force de travail. Donc c'est tout ce qui concerne le travail domestique à la maison, et puis dont une grande partie aujourd'hui a été socialisée, de la garde des enfants à la restauration, etc. Dont on a vu que c'était les métiers nécessaires qui ne pouvaient pas être supprimés ou télétravaillés pendant le Covid. C'est donc ce travail et ces femmes qui portent le système capitaliste, et les violences sexistes et sexuelles sont la forme répressive privilégiée à l'égard de celles qui font mal ou pas ce travail auquel elles sont assignées, et cela inclut évidemment toutes les dissidents de l'ordre hétérosexuel. Évidemment, des formes plus traditionnelles de répression, policière, judiciaire, n'épargnent pas non plus les travailleuses du sexe. Récemment, on l'a vu à côté de Lyon, à Gerland, où elles ont de nouveau été victimes d'une forte répression. Ou les femmes qui se mobilisent et qui luttent contre leur situation. On peut penser aux femmes gilets jaunes qui n'ont pas été épargnées par la répression. Ou, pour citer peut-être l'exemple le plus récent, les femmes qui se sont mobilisées et qui ont gagné hier de Vert Baudet, qui est donc, et la boucle est bouclée, une marque qui produit des affaires pour les bébés. Cette répression, justement, soit tout le système pénal et carcéral, est parfois souhaitée comme alliée de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors qu'elle est sans doute l'un des lieux principaux où s'exprime le racisme d'État. Dans Pour elles toutes, Femmes contre la prison, Gwenola Ricordo rappelle ainsi que si certains délits, crimes intéressent davantage le système pénal que d'autres, certains accusés l'intéressent également davantage. Ainsi, les hommes condamnés pour viol en France sont quasi exclusivement issus de milieux populaires. En d'autres termes, la race et la classe, évidemment, façonnent la procédure pénale, et la procédure pénale les façonne en retour, comme elle façonne le genre, lorsqu'elle considère que les femmes victimes de violences l'ont bien cherché et sont un peu responsables de ce qui leur arrive, de même que lorsqu'elle considère que les victimes de crimes policiers étaient en réalité en situation d'être criminalisées et donc méritaient ce qui leur arrivait. Le mouvement antifasciste ne s'est jamais illusionné, évidemment, sur les dissolutions de groupes d'extrême droite ou sur les condamnations pénales de certains de leurs militants. Nous n'avons rien à attendre de ces institutions qui sont intrinsèquement productrices de racisme. C'est bien pour cette même raison que ce n'est pas en renforçant leur pouvoir que l'on renforcera celui des femmes face aux multiples formes de violence dont elles sont victimes. Pour beaucoup de femmes, pour beaucoup trop de femmes, ce sont ces institutions qui ont tué ou enfermé leurs fils ou leurs frères. Choisir aujourd'hui de s'organiser autour de mots d'ordre qui demandent plus de police ou une meilleure police, c'est choisir de ne pas lutter aux côtés de toutes celles qui réclament justice et vérité pour ses fils ou ses frères. En revanche, faire vivre la solidarité, faire vivre l'autodéfense peut être bien plus déterminant si l'objectif est que la peur change de camp. En parlant de camp et de faire bloc pour renforcer le nôtre, il faut enfin prendre en compte la manière dont nos luttes féministes sont déterminées par un contexte international qui fait de la France une puissance de l'impérialisme occidental. J'en profite d'ailleurs pour un petit rappel d'actualité. Un mouvement féministe conséquent ne peut être qu'un mouvement anti-guerre, ne peut en aucun cas être un mouvement pro-OTAN. L'impérialisme ne peut être la réponse solidaire que l'on envoie aux victimes de violences sexistes dans le monde. Une solidarité doit s'affirmer avec toutes les victimes des États impérialistes, en tant que tels agents d'oppression patriarcale, tant dans les colonies actuelles de France que dans les pays ou régions qui souffrent de ces politiques impérialistes occidentales, y compris lorsqu'elles se font sous l'égide d'une idéologie
féministe ou gay-friendly. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne passe pas par l'enrôlement des femmes et des queers dans Tsahal, mais par la libération de la Palestine. Elle implique également de combattre les politiques d'endettement des pays du Sud par le FMI, comme le réclame notamment le mouvement argentin Ni Una Menos. Elle exige un soutien à l'autodétermination politique des colonies françaises actuelles. Ce principe internationaliste, anti-impérialiste, constitue la meilleure possibilité de donner une véritable portée politique au mouvement féministe, en lui permettant une sortie de ses contradictions internes par le haut. C'est pourquoi le drapeau palestinien continuera de flotter, y compris dans les manifestations féministes, grâce aux camarades qui sont ici, il me semble. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler, je vais changer un peu de prisme et je vais vous proposer en fait de venir et de changer de lieu d'énonciation. Moi, je suis originaire du Pérou et je suis féministe décoloniale et c'est dans cette perspective-là dont je vais vous parler, mais que je suis certaine, enfin je vois les liens possibles, les liens qui existent entre différents courants critiques, dont l'antifascisme, et que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses et de dialogues et de possibilités de passage et de passerelles que de véritables barrières ou séparations. Et c'est en ce sens que je veux vous présenter certaines choses. Et donc, vous comprenez, c'est à partir de cette entrée-là, critique aussi sur certains points, mais qui veut et cherche un dialogue. Alors d'abord, moi je commencerai par vous dire que cette perspective décoloniale que je porte depuis l'Amérique dite latine et que j'appellerai Abiyaya, là je reviens sur le terme tout de suite après, cette perspective elle est d'abord critique de l'eurocentrisme et que c'est important, c'est-à-dire que de se dire qu'on parle de choses super intéressantes, super importantes, mais il ne faut pas penser que ce sont les seules productions intellectuelles et uniques et peut-être supérieures, ce que par la colonialité, justement, on est amené à voir intégré en nous. Et qu'il y a des formes qui sont semblables, qui pensent les choses de manière aussi dynamique, aussi pertinente pour le monde dans lequel nous vivons, mais qui sont produites ailleurs et qui ont d'autres façons d'être dites, d'autres terminologies, d'autres formes d'être pensées et senties. Par exemple, la question de la pensée, de la senti-pensée, c'est-à-dire qu'on pense aussi avec nos sentiments, ça c'est des questions que je pense peuvent encore enrichir ou vous porter aussi à peut-être voir, oui, enrichir finalement et voir que la lutte est une lutte peut-être plus large. C'est ce qu'on me demande aussi d'élargir un peu l'idée de la lutte. Eh bien, une lutte, elle est aussi faite de plusieurs perspectives et de plusieurs points de vue. Alors, donc ce que j'entends et ce que j'ai entendu et ce que je sais que vous portez est très bien avec la notion de fascisme et donc d'antifascisme, est ce que, pour moi, je lis à travers deux termes qui sont ceux de colonialité et de décolonialité. Et que c'est aussi, j'entendais Mathieu très justement, et que la décolonialité est avant tout une praxis. Et qu'on pense aussi, enfin dans les espaces du Sud, et en particulier celui d'Abiyaya, là, on pense cela très fortement, enfin ça a été toujours historiquement une démarche constante, historique, et qui ne date pas ni du XXe siècle, mais qui remonte en réalité à l'époque de l'invasion de notre continent, donc depuis la fin du XVe siècle, et plus précisément le moment 1492. Alors ce moment 1492, il me semble important, alors c'est pas que j'aime revenir, et en plus parce que je suis historienne et que donc voilà, on remonte vraiment, mais parce que je pense qu'on oublie souvent le fait que ces productions intellectuelles, ces productions politiques fortes, révolutionnaires, radicales, elles sont
anciennes, elles sont ailleurs. Vraiment, ici aussi, bien entendu, je ne le nie pas, mais qu'on oublie qu'ailleurs, il y a ces mouvements très anciens. Alors la colonialité et la notion de colonialité située en 1492 est centrale je pense, pour nous ici, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il faut déconstruire, et c'est très bien qu'aujourd'hui on s'organise à l'échelle européenne, etc., mais il faut penser aussi que l'Europe, alors de laquelle on n'a pas à se ressentir forcément responsable de tous les maux produits, est quand même aujourd'hui encore le centre de production de cette colonialité qui impose des rapports de force, des rapports de domination de lesquels nous sommes toujours les héritiers et qui fonctionnent non seulement dans les espaces, disons, au sud, enfin orientaux, on va dire, mais aussi en Occident. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Et ce moment 1492, par exemple, pour nous, est clairement le moment déjà d'un génocide, enfin ça qu'on a effacé. C'est le moment de la résistance, mais c'est aussi un moment qui inaugure des pensées critiques très importantes de résistance et de radicalité. Alors quand je dis génocide, il faut, et on ne le sait pas, 90% de la population de ce continent qu'on appelle l'Amérique, et que j'appelle Abiyaya là parce que c'est un terme autochtone, eh bien 90% de la population disparaît en l'espace d'une cinquantaine d'années par les effets non pas des maladies, non pas des épidémies comme le discours généralement enseigné jusqu'à aujourd'hui aux enfants dans toutes les écoles occidentales, mais par la colonisation, par la force, l'invasion. Les maladies ont été utilisées comme des armes de guerre. Ce sont des armes de guerre jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, elles étaient déjà. Et c'est ça qui a produit ce génocide donc, de 90% de la population à une échelle donc, historique vraiment presque jamais vue. L'autre idée, c'est pour ça que Amérique est un terme qui, en plus, fait hommage à un des colonisateurs, des premiers colonisateurs, le premier étant Christophe Colomb, le plus grand, enfin, voilà, qui n'a rien découvert, mais plutôt a réduit et ouvert ce processus de colonialité. Donc depuis cette perspective-là, c'est le premier point. En fait, l'Europe, bon, à partir de là, on pense en fait souvent que l'Amérique, parce qu'elle a été le premier continent, ou Abiyaya là, le premier continent à être à vivre les indépendances, on est passé à un moment de post-colonialité ou de post-colonie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et la deuxième idée importante de 1492, c'est que ça inaugure aussi la division du monde, non seulement l'alliance du capitalisme, le capitalisme et la race. Et ça, on pense que la race, on l'a construite à partir notamment du 19e siècle, ou même 18e, si vous voulez commencer au moment des Lumières. Or, les races, la racialisation des sociétés à une échelle complète, globale, et à utiliser de manière totalitaire, eh bien, ça commence en 1492, au moment où 700-800 peuples différents qui parlent des langues différentes, qui pensent différemment, qui vivent différemment, qui s'expriment différemment, qui ont des cosmovisions différentes, sont réduites toutes à une seule catégorie, celle d'Indiens. Et qu'aujourd'hui on les appelle Amérindiens, qu'on veuille les appeler, voilà, ça, juste, c'est un euphémisme qui ne veut dire autre chose que les coloniser, les dominer. Tous ces peuples distincts ont été réduits à un groupe donc de personnes subalternisées, et c'est la première race. Il y a rien en réalité quand on dit oui, les Indiens de la Patagonie et les Indiens Taïnos ou Sioux de l'Amérique du Nord. En réalité, il n'y a rien en commun, et pourtant on pense, enfin on les a réduits et on continue à avoir ces schémas. Donc c'est pour dire que on a dans cet espace américain, enfin je vais continuer, bon, malgré tout à appeler du continent américain, où se forgent ces premières formes, donc qu'on appelle ici le fascisme, mais que pour nous, c'est la notion de colonialité. Alors que dit la colonialité du pouvoir, qui est une notion forgée à Abiyaya, là, donc Amérique du Sud, c'est que la race a été le principal instrument de domination, un instrument très efficace finalement de domination à des fins
capitalistes, à des fins d'enrichissement de l'Europe, et que toutes les formes contre lesquelles on se bat aujourd'hui, à commencer par celle, par exemple, pour nous, peuple du Sud, l'extractivisme, c'est-à-dire l'exploitation de manière complètement, enfin jusqu'à épuisement des personnes, de la faune, de la flore, de la terre, de tout l'espace de vivant et non vivant, eh bien ça commence à ce moment-là. Et c'est par l'invention de ces formes de distinction des populations qu'on a l'Occident, enfin l'Europe et ensuite l'Occident, a réussi à s'enrichir et à maintenir cette domination. Alors, je dis tout ça, c'est la colonialité du pouvoir, c'est ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, et à partir de l'Amérique, qui a été le premier espace de formation, de création de ces formes nouvelles de domination, eh bien, ça s'est étendu, et c'est aussi une autre idée de la notion de colonialité, c'est que ces formes de domination instaurées d'abord dans les Amériques, eh bien, elles se sont aussi reprises ailleurs par d'autres peuples, par d'autres empires coloniaux. Donc, d'abord, il y avait les Espagnols, les Portugais, mais ensuite les Français, les Anglais, les Néerlandais ont pris aussi, et les Belges, ces formes-là, et ont bien sûr adapté, parce que la colonialité s'adapte, la colonialité évolue, les formes, les races aussi ne sont pas figées, il y a une histoire aussi de ces constructions raciales, mais on a un espace quand même qui est fondateur et qu'on oublie souvent parce que justement par l'eurocentrisme. Et donc la colonialité est cette forme de domination, mais j'aimerais aussi vous parler et vous dire que donc cette notion de colonialité forgée par Aníbal Quijano dans les années 90 suppose aussi qu'on veuille et on pense la sortie de cette colonialité. Donc je ne développerai pas trop sur la colonialité parce qu'on n'a pas trop le temps, mais parce que souvent quand on dit féminisme décolonial, quand on parle de décolonial, quand on pense des militants décoloniaux, oui bien sûr qu'on s'interroge sur ces formes de domination, notamment raciales, ou qui articulent fondamentalement les questions de classe, de race, de validisme comme on dit aujourd'hui, d'orientation sexuelle, tout ça, eh bien, c'est imbriqué dans la notion de colonialité, mais elle suppose aussi, et c'est très important, que cette praxis, c'est la sortie, c'est comment on fait. Donc, à côté de la colonialité, on s'interroge sur comment on se construit ces formes de domination, eh bien, il y a aussi la pensée, la réflexion du comment on sort. Et donc, j'aimerais finir sur ces 2 points, alors rapide évidemment, pardon pour le schématisme, c'est juste pour ces questions de temps. Alors, deux pistes ici, à partir de notre situation aussi en Europe, en France, à Paris en particulier. La première, c'est qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas les seuls à penser ces sorties, ces luttes contre la domination. Des peuples luttent, donc, je vous dis, depuis 5 siècles au moins, je parle de l'espace que je connais le mieux, mais ailleurs aussi. Et avec leur façon, leur forme de lutte, leur outils intellectuels, leur aussi outils de combat. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces centaines de peuples qui avaient ces formes de résistance, qui étaient des producteurs justement de possibilités d'altérité et donc de force finalement dynamique, eh bien aujourd'hui ils sont en voie de disparition. En fait, ce qu'on voit derrière, par exemple dans les Amériques latines, l'espagnol progresse, c'est très bien, maintenant tout le monde parle espagnol. Bon, ça c'est un génocide culturel qui n'est pas seulement le fait de changer de langue, mais qui aussi diminue, efface, anéantit ces formes historiques de résistance. Donc, première, pour moi, idée, et puis pas pour moi, mais dans une perspective décoloniale, de lutte contre la colonialité, c'est de penser
que ces peuples aujourd'hui qui vivent encore, eh bien, il faut les soutenir. Il faut, ce soutien, et c'est pas, que des mouvements très importants comme les zapatistes, mais que au-delà, en Amazonie, à l'Altiplano, je suis péruvienne, donc à Puno, depuis décembre, des peuples Aymara, un peuple Aymara est levé et continue et essaie donc par tous les moyens de poursuivre la lutte. Eh bien, il faut qu'on ait en tête ces forces-là. Et la deuxième, pour nous, c'est de penser, maintenant, ça c'est pour les peuples qui continuent malgré tout, et heureusement, fort heureusement, à garder leur tradition, ce qu'on appelle tradition rapidement, pour le dire schématiquement, je veux dire. L'autre, c'est maintenant ici. Que fait-on maintenant ici, ou même à Lima, ou même à São Paulo, ou même à Jakarta, dans des espaces où la modernité, la colonialité s'est imposée. Comment on pense la sortie de ça? C'est ça, en fait, la question. On ne pourra pas tout raser, on pourrait, et je serais pour, personnellement. Mais tout ça, c'est à penser. Et ça, on le pense à travers le concept de transmodernité. Que fait-on? On est dans un espace où la modernité, qui est colonialité, dans une perspective décoloniale, modernité et colonialité vont de la main, sont deux face de la même pièce. Maintenant qu'on est dans cette modernité, comment on sort? Et la notion de transmodernité, c'est-à-dire comment on construit des espaces, et là je reprends ce que disait il y a un instant Saïd Bouamama, dans ces espaces vraiment de la subalternité qui sont ici présents, parce qu'on est dans des Suds aussi, en Occident on a des Suds aussi, des Suds qui luttent et qui résistent. Et bien là aussi, c'est là qu'on doit soutenir. Et donc je reprends et je finis par reprendre les mots de Saïd Bouamama, que c'est là aussi qu'on pense que ces espaces, eh bien c'est là, notre issue, c'est là ou jamais, je dirais. Voilà, pour finir. Merci. Merci. Donc on va terminer, on va clôturer. Je remercie d'abord les invités d'être venus. Merci, vous voyez toutes les perspectives de réflexion dans lesquelles, quand on parle de totalité, c'est de venir de différentes dimensions pour voir la réalité et voir quelle est la praxis, la pratique à un moment donné, dans un terrain donné, le plus opérationnel par rapport à ça. Alors je remercie encore une fois les interprètes. Sans eux, il n'y aurait pas d'internet. Alors, concrètement, on va devoir quitter tous la Bourse du Travail. On va faire un départ collectif pour aller jusqu'à la Parole errante pour ceux qui s'intéressent. Je rappelle que demain, le prochain événement, c'est la manifestation à Barbès qui part de 11h. Et enfin, juste pour dire que malgré toutes les questions qui ont été traitées, il y en a toute une série. Ça montre la nécessité d'une analyse globale et d'une lutte globale pour que l'antifascisme, il arrête d'être dans les marges, mais qu'il devienne au centre. Et donc, on doit mener une guerre culturelle, une guerre hégémonique, pour qu'on arrive à échapper. Comme le disait Saïd, ce n'est pas inévitable. Des séquences fascistes ont été dépassées, ont été détruites. Mais pour ça, il faut qu'on s'organise et qu'on mène une véritable stratégie, avec une véritable stratégie, non pas juste de la théorie, mais une véritable stratégie dans un objectif très clair, échapper à l'enfer raciste, écologique et social qui nous est promis. On n'a pas d'autre choix. Merci.